Il faut plutôt être clair à ces propos. Le gouvernement de Kinshasa, corrompu et incapable de défendre le territoire national, a préféré aller appeler les Américains pour qu'ils viennent à la rescousse, oubliant que c'est les Américains qui sous-traitaient le Rwanda. Donc, du coup, lorsqu'ils sont arrivés à Washington, ils ont été roulés dans la farine parce que Washington, au lieu d'aider le Congo, Washington a préféré imposer au Congo de parler avec les Rwandais et l'arbitre qui devait être neutre dans cette affaire ou prendre parti pour le Congo qui lui a demandé un service, l'arbitre s'est dévoilé en fait. Il a pris parti pour le Rwanda qui est son Missi Dominici, qui travaillait pour lui en fait. Donc du coup, le Congo s'est retrouvé les dindons de la farce. D'ailleurs, les déclarations du président Trump, il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques heures, il a dit quoi? Il a dit, si je cite la traduction, il a dit que j'ai fini la guerre entre le Congo et le Rwanda. Et les Congolais sont venus me voir. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, prenez nos minéraux. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Le 9 décembre, dans un meeting public, et il met même deux fois en anglais, s'il vous plaît, prenez nos minéraux. Ben, c'est ce qu'on va faire. Country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. Il y a aussi le Burundi qui se sont désormais menacés avec, bien sûr, la chute d'Ouvira. Et c'est là que je voudrais comprendre avec vous quelles conséquences au niveau de la sous-région. Le problème, ça fait bientôt 30 ans que le problème nous a frappés directement parce que quand la cage du voisin brûle, il faut tout faire pour atteindre l'incendie parce que ça peut se communiquer. Nous sommes tous dans des cases avec des chaumières. L'incendie peut se communiquer très rapidement. Nous avons des pays instables. La Centrafrique est instable. Ils ont des élections à venir. Le Congo-Brazzaville est instable, mais vraiment instable. Le Congo-Brazza ne pourra pas supporter les chocs des millions de Congolais qui traversent le fleuve parce que l'armée rwandaise est de nouveau à Kinshasa. On n'a jamais oublié qu'ils sont aussi à Brazzaville et ils sont aussi intéressés par le pétrole du Congo-Brazza. Ils vont en profiter une fois qu'ils arrivent à Kinshasa, dans ces cafouillages, comme disent les Congolais, ils vont en profiter pour régler leurs comptes aux autorités congolaises de Brazza et mettre un chaos, un désordre. Au final, eux, avec les Américains, ils vont récupérer le pétrole et ils vont récupérer tous les minéraux qu'il y a à l'ouest du Congo. Ouvira, donc la deuxième plus grande ville du Sud Kivu, est tombée une semaine juste après la signature de ces accords. Et nous sommes en train d'observer tous l'évolution de cette situation, mais j'allais dire dramatique. Est-ce que désormais on peut parler, je ne sais pas si on peut encore continuer à parler du processus de balkanisation ou nous y sommes déjà? Ah, nous y sommes en plein. Nous y sommes en plein. Bonjour Caroline Maïzo. Bonjour Christian Perrin. Merci de nous faire l'honneur de ta présence sur R7, journaliste, analyste politique et conférencier international. Nous allons donc évoquer la crise en RDC. Le 4 décembre dernier, Washington supervisait la signature des accords pour la paix et la prospérité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, des accords qui comportent 3 volets. Le premier, sur la cessation des hostilités avec l'instauration d'un cessez-le-feu, un programme de désarmement, un processus de retour des personnes déplacées et des mesures de justice contre les responsables d'exactions selon Donald Trump. Le second volet est un cadre d'intégration économique régionale. Le dernier pan porte sur la conclusion d'accords bilatéraux
des États-Unis avec chacun des deux pays. Nous y reviendrons tout à l'heure, donc chacun des deux pays, sur l'exploitation des minerais stratégiques indispensables aux industries de pointe et dont la RDC en particulier regorge. Mais voilà que, à peine signés ces accords, les combats se sont intensifiés en RDC. On nous parle désormais de la capture de la ville d'Ouvira. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur la nature des accords qui ont été signés entre donc le Rwanda, s'il faut le dire comme ça, et la RDC, et pourquoi aussitôt les combats se sont intensifiés. La nature des accords, c'est des traités bilatéraux. Et pourquoi les combats se sont intensifiés? Parce que le Congo laisse que le combat s'intensifie. Parce que le problème, c'est quoi? Pour résumer, la République démocratique du Congo est agressée. Pourquoi le Congo est-il agressé? Le Congo est agressé parce que c'est un pays extrêmement, pour ne pas dire anormalement riche, qui attire des convoitises. Lorsqu'on a un coffre-fort chez soi, bourré de bijoux de luxe, on prend ses précautions pour protéger ces coffres-forts. C'est que les Congolais ne font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont responsables de leur sécurité, mais surtout parce que ce pays qui a été constitué d'une manière très originale à la conférence de Berlin par fusion, parce que Henry Morton Stanley, quand il est arrivé pour le compte du roi Léopold II, il a récupéré à peu près entre 800 et 1000 petits traités de soumission, c'est-à-dire des traités de cession de souveraineté. Tous ces traités mis ensemble, il les a assemblés et cela a constitué la République démocratique du Congo, contrairement aux autres pays où on a dû couper des empires, diviser des royaumes. Et on a voulu faire de ces pays une zone de libre-échange économique où toutes les grandes puissances devraient avoir accès librement parce que c'est un bassin bien situé et extrêmement riche. À la constitution, à l'indépendance de ces pays, la Belgique s'était arrangée pour ne pas former une élite congolaise, mais plutôt des auxiliaires de la colonisation. C'est-à-dire c'était des petits commis, des gens qui pouvaient aider un médecin à travailler, donc des aides-soignants, des petits commis qui pouvaient faire du petit boulot, mais ce n'étaient pas des véritables cadres capables de prendre en charge un pays. Et les États-Unis, depuis longtemps, qui étaient toujours dans ces projets, qui ont réussi à arracher ces pays aux Européens, parce que les États-Unis étaient aussi à la conférence de Berlin. Les États-Unis, donc les anglo-saxons, qui dit anglo-saxonne, c'est la famille régnante britannique. La famille régnante britannique, c'est des Windsor, qui étaient avant tout des Cobourg, donc des Allemands. Ces Allemands qui dirigent la Belgique, qui a colonisé le Congo. Enfin bref, cette famille régnante, ou si vous voulez les anglo-saxons, considèrent le Congo comme leur bien privé. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est ainsi que depuis 30 ans, les États-Unis sont en train de mener une guerre contre le Congo sous le couvert du Rwanda. Donc, s'il faut schématiser, dans cette guerre, nous avons les commanditaires, c'est-à-dire les anglo-saxons, oui, dirigés par les États-Unis. Nous avons les sous-traitants, dont les principaux, c'est le Rwanda et l'Ouganda, mais on peut citer les Kenya, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays. Et les exécutants, que sont la classe politique congolaise extrêmement corrompue et toxique. Et dans la classe politique congolaise, nous avons le pouvoir illégitime et illégal avec son opposition d'accompagnement. Parce que pour qu'il y ait une fausse démocratie, il faut qu'il y ait un pseudo-pouvoir et une opposition d'accompagnement pour que les jeux soient remplis. Donc, c'est les États-Unis qui mènent la guerre. Bon, cette guerre qu'ils mènent, sachant que la Chine est au Congo, la Chine qui veut prendre la première place, la première place en termes de puissance mondiale. Et pour avoir cette place, il faut avoir les minéraux les plus rares possibles qui permettent à ces pays de mener les combats pour la suprématie mondiale. C'est lui qui a les minéraux les plus rares et les plus utiles à l'industrie de l'armement, à l'industrie spatiale, à l'industrie de l'électronique et à l'industrie en rapport avec le numérique, et pourquoi pas à la transition écologique, c'est-à-dire des voitures électriques et consorts, doit avoir une source presque inépuisable de matières premières. Or, il s'est fait que la Chine est bien implantée au Congo et les États-Unis,
qui s'occupait du Congo depuis les années, je vais dire les années 40, hein, sous les indépendances derrière la Belgique, les États-Unis étaient en embuscade, les États-Unis qui ont fabriqué les criminels, qui ont fabriqué deux criminels en Afrique ou dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire le président rwandais et le président ougandais, qui menaient, qui occupaient les Congo à travers, par ces pays interposés et qui pillaient les Congo, maintenant ont décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est de chasser carrément la Chine du Congo. Donc les accords de Washington, c'est de l'arnaque à la paix, c'est des accords en trompe-l'œil. L'objectif visé, c'est de bouter la Chine dehors. Et tant que la Chine sera là, les États-Unis utiliseront toujours le Rwanda pour mener la guerre. Maintenant, s'il faut le faire techniquement, les documents qui ont été signés par les Congo, ce n'était pas en réalité un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Parce que le Rwanda a prétendu, avec la complicité de ceux qui dirigent le Congo, le Rwanda a prétendu qu'il n'agresse pas le Congo. Lui n'a pris que des mesures défensives pour se défendre du Congo qui menace la sécurité du Rwanda en hébergeant les FDLR. C'est dans l'accord. Donc le Rwanda n'agresse pas le Congo. Les mouvements qui mènent la guerre au Congo, les mouvements... Oui, tout à l'heure, on va revenir sur quelques détails de ces accords, mais je vous ai entendu dire que la partie congolaise, la RDC, est représentée par des personnes illégitimes, c'est ce que vous avez dit, et alors que nous avons là à Kinshasa un pouvoir qui a été élu démocratiquement. Bon, la première fois que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'était à la suite d'une fraude électorale orchestrée par alias Joseph Kabila, exécuté par Corneille Nangaa qui mène la rébellion aujourd'hui, et dont Tshisekedi a été le receleur de fraude électorale, et la victime c'était Martin Fayulu et le peuple congolais. Ça, c'était le premier mandat. Bon, on ne va pas appeler ça mandat parce qu'il n'a pas été élu, on va appeler ça quinquennat. Parce que, bon, mandat, c'est on vous donne le mandat de faire quelque chose pour le compte de la population. Bon, ce n'était pas un mandat, c'était un quinquennat. Le deuxième quinquennat, mais on a ramené des machines à voter. Les élections devraient durer une journée, c'est-à-dire, je crois, de 8h à 19h, si je ne me trompe. Je peux me tromper sur les heures, parce que c'est vraiment dans la loi électorale. Mais, en tout cas, c'est sur une journée. C'est sur une journée. Mais les élections duraient une semaine. Les gens avaient des machines de vote chez eux. Certaines personnes ont attrapé la maladie des doigts tellement ils ont voté pour eux-mêmes toute la journée. On a même vu une bagarre publique où quelqu'un a tellement voté pour lui, pour le président et les siens, que l'autre disait, mais lâche un peu la machine, c'est mon tour. Et ça finit dans la rue. Ils étaient en train de se battre dans la rue pour récupérer la machine. Parce qu'il y en a un qui votait dans son salon, il a tellement voté, l'autre attendait aussi pour voter avec la même machine. Alors là, si vous parlez d'élection, bon, ça m'étonnerait. Il n'a jamais été élu. Juste une parenthèse, on va revenir donc sur les détails de ces accords, parce que tout à l'heure vous parliez, et tout le monde parle des accords en fait bilatéraux, c'est ce que j'ai cru comprendre, donc le Rwanda et la RDC. Mais dans le même temps, puisque dans le troisième volet, bien sûr, de ces accords, et je disais tout à l'heure qu'on y reviendra, c'est que dans le dernier point, il porte sur la conclusion d'accords bilatéraux des États-Unis avec chacun des deux pays sur l'exploitation de minerais stratégiques indispensables aux industries de pointe et dont la RDC en particulier regorge. Est-ce que à ce moment-là, on peut parler encore des accords bilatéraux ou bien des accords trilatéraux? Bon, je dois faire quand même une précision très importante parce que les gens vont se poser la question. Il y a un accord qui a été signé, pourquoi la guerre continue? C'est parce que les autorités congolaises, en arrivant à Washington, d'abord, ils avouent que c'est eux qui agressent les Rwandais et ce n'est pas les Rwandais qui attaquent le Congo et que les Rwandais ne font que se défendre parce qu'eux, ils hébergent les FDLR. Et ensuite, le problème du M23, qui est soutenu par les Rwandais, mais en réalité, ce n'est pas soutenu par les Rwandais, c'est l'armée rwandaise. L'ONU parle entre 5 et 7 000 personnes. C'est l'armée rwandaise qui se bat au Congo et les M23, c'est une espèce de légion étrangère composée des Rwandais et des Congolais pour soutenir l'armée rwandaise
et congoliser l'agression rwandaise, le rébellioniser, si l'expression peut être dite. Parce que bon, On va si demander vous... à l'Académie française de prendre cela Bon, en compte. Oui. on a créé un mot, on a créé un mot. Parce Voilà. que si vous agressez, vous êtes des étrangers, vous êtes des agresseurs. Si vous êtes les nationaux, vous êtes des rebelles. Or, lorsque les étrangers se servent des nationaux pour, disons, faire que leur agression apparaisse comme une rébellion, ce que j'ai appelé rébellianiser, ces étrangers-là, dans le cas du Rwanda, ils se servent donc du M23 pour ne pas apparaître comme des agresseurs, mais que ce soit un problème congolo-congolais. Et le Congo a signé, a accepté que le problème avec les M23, c'est un problème congolo-congolais. Donc officiellement, là, pour que les gens comprennent, ce n'est pas le Rwanda qui se bat au Congo, c'est les M23 qui continuent la guerre parce que les M23 n'est pas concerné par les accords de Washington. Logiquement, là, si on dit qui se bat, le Rwanda s'en lave les mains, c'est entre Congolais, c'est-à-dire c'est les M23 qui se bat. Mais pourquoi les M23 se battent-ils alors qu'il y a un accord de paix? Les M23 va dire que non, l'accord de paix concerne le Congo et le Rwanda, ça ne concerne pas le M23. Et une deuxième précision avant de répondre à votre question, pour rendre votre question un peu plus claire, un peu plus audible. Oui. Lorsqu'on était au niveau africain, il y avait deux processus. Il y avait le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Le processus de Luanda était là pour résoudre le problème entre le Congo et le Rwanda en tant qu'État. C'est-à-dire, s'il fallait aboutir à un traité de paix, il fallait le signer, ou un accord de paix, il fallait le signer entre deux États, le Congo et le Rwanda, ou tout autre État impliqué. Ça, c'est le processus de Luanda. Et le processus de Nairobi, c'était, comme il y a beaucoup de groupes armés au Congo, il fallait signer aussi des accords de paix ou des accords de cessez-le-feu entre les gouvernements congolais et les groupes armés. Lorsque l'affaire a quitté l'Afrique pour aller ailleurs, où on a internationalisé du point de vue africain, mettez international entre guillemets, lorsqu'on a internationalisé le problème, on arrive à Washington. Washington récupère le volet Luanda, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'État congolais et les autres États, notamment le Rwanda. Et le Qatar récupère le processus de Nairobi, c'est-à-dire tout ce qui concerne le gouvernement congolais et les groupes armés. Donc là, le processus de Washington vient d'aboutir, entre guillemets. Tandis que le processus de Doha peine à aboutir. Donc du coup, même si quelque part il est précisé que pour que le processus de Washington soit complet, il faut aussi terminer le processus de Doha et l'incorporer au processus de Washington. Donc du coup, c'est cynique à dire, les M23 s'estiment légitimes de continuer la guerre en disant, bon, nous on n'a pas encore terminé le processus de Doha, bon, ils ont signé leur accord entre le Rwanda. Si le Rwanda arrête la guerre, personne d'ailleurs ne peut prouver, à part les rapports des experts des Nations Unies, que le Rwanda se bat au Congo. Donc le M23 peut continuer sa guerre, le M23 ne se sent nullement concerné par ces accords. Alors, au départ, Oui. ça devait être des accords ou des traités bilatéraux, c'est-à-dire entre deux États. Oui, mais Et les évidemment, États-Unis, est-ce que là, on peut parler finalement du piège, comme disait d'ailleurs Martin Fayulu, que ces accords, c'était finalement un piège parce qu'on ne peut pas comprendre. Et tout à l'heure, on reviendra pour que vous nous expliquiez, ou que vous expliquiez à nos téléspectateurs, la différence entre les deux, disons, négociations, donc celles qui se tiennent à Doha et bien sûr les accords qui ont été signés à Washington. Si j'ai bien compris, à Doha, c'est la RDC. En fait, c'est une affaire congolaise. voilà. C'est ça. Et au niveau de Washington, c'est voilà, les accords, comme on l'a dit, bilatéraux entre le Rwanda et la RDC. Et c'est Oui. là que je posais la question de savoir est-ce qu'il était judicieux, évidemment, de signer de tels accords à Washington sans convier, bien sûr, les M23 et puis je crois qu'il y a aussi l'AFC qui est sur le terrain. Mais la bêtise, c'est déjà à Luanda, au niveau de l'Union africaine, au niveau de Nairobi ou à Luanda, malgré les rapports des Nations Unies, de faire passer les M23 comme un mouvement congolais. Parce que, on parle de quoi, en fait?
Pour qu'on arrive à Washington, il y a eu un processus. Le processus, c'était quoi? C'était d'abord, quand on a fini à Nairobi, on n'a pas fini, quand on était à Nairobi et à Luanda, lorsque Félix Tshisekedi, se croyant malin, au lieu d'utiliser l'article 51 de la charte, d'organiser son armée, de se battre réellement, qu'est-ce que lui, il a fait? Il payait des mercenaires, il détournait avec son équipe, il détournait 70% de 2 milliards de dollars destinés à l'armée, il nommait des Rwandais dans des villes J'espère qui que allaient vous avez tomber. des éléments, pardon, vous avez des éléments d'appréciation lorsque vous parlez de détournement et voilà Ah de ce oui, que vous oui, êtes mais en c'est train de dire. documenté. Mais sinon, après, on C'est peut continuer. documenté. C'est Oui. documenté. C'est des rapports publics. C'est hyper documenté, mais comme le nez au milieu du visage. Sur 2 milliards de dollars, plus de 70 millions, 70% détournés. Il a nommé des Rwandais. Avant que la ville de Goma ne tombe, il nomme Pacifique Massunzu, responsable de cette région militaire, la ville tombe. Avant que Bukavu ne tombe, il nomme Shalingo Nzanduru, un autre Rwandais, et la ville tombe. Première fois, avant que Ouvira ne tombe, il voulait nommer Olivier Gassiga, un autre Rwandais. La société civile a tellement protesté que le général congolais qui était là, le général Mwaku, est mort bizarrement parce que, bon, il était un peu, il ne voulait pas de ce Rwandais qui arrivait dans l'équipe et la ville a failli tomber. C'est-à-dire qu'il a posé des actes incongrus qu'un président ne pose pas dans un pays en guerre, pendant que lui fait la fête à qui il voyage partout, et les troupes sont abandonnées à leur triste sort, et les villes ne faisaient que tomber. Donc, comme il ne voulait pas se battre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les États-Unis en leur disant, écoutez, vous avez besoin de minerais, on va le faire officiellement, vous prenez tout ce que vous voulez, vous me laissez au pouvoir et vous chassez les Rwandais. Les États-Unis, qui sont derrière justement le Rwanda, ont dit, OK, au lieu d'être réduit à sous-traiter un voleur, le Rwanda, un pillard, le Rwanda, si le Congo vient nous proposer officiellement de ne plus piller, mais de prendre, ben nous on prend. Donc les États-Unis, on s'en va les trouver. Pour chasser les Rwandais, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le Congo face à face avec les Rwandais. Non, ben, ce n'est pas un problème. Les minéraux, nous on prend, mais vous négociez avec les Rwandais. Mais sous quel terme on négocie avec les Rwandais? C'est sous ce qu'on a appelé la déclaration des principes. Voilà, il y a eu un document qui était une espèce de préaccord qu'on appelle déclaration des principes. Et là-dedans, au lieu que le Rwanda soit condamné pour son agression contre le Congo, le Rwanda s'est transformé en victime du Congo, victime d'une agression. Et pire, lorsque Tshisekedi est allé voir les États-Unis, le Conseil de sécurité avait déjà édicté la résolution 2773, qui constatait d'abord que les troupes rwandaises sont au Congo et qui les enjoignait, qui ordonnait à ces troupes de quitter le Congo. Le Congo, au lieu de se battre pour mettre en pratique cette résolution, tout ce que le Congo a trouvé de mieux à faire, c'est d'aller trouver les États-Unis pour cette déclaration de principe. Dans cette déclaration de principe, vous allez vous rendre compte que on a cité le nom des FDLR 43 fois, tandis que le mot agression n'a été cité que 3 fois lorsqu'il s'est agi de conseiller les Congo et les Rwandais de ne plus s'agresser mutuellement, comme si les Congo agressaient les Rwandais. Or, les Congo étaient censés se défendre conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, dans ces documents, on se rend compte que, 1, l'agresseur, c'est le Congo. Le Rwanda n'a pris que des mesures de défense conformément à l'article 51. Le problème, ça devient les FDLR qui sont arrivés au Congo par l'opération turquoise et par les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Déjà, c'était il y a plus de 30 ans. C'est-à-dire ceux qui avaient 30 ans à l'époque ont 60 ans. C'est déjà de vieux et c'est un problème résiduel. Des gens qui n'attaquent plus le Rwanda. La dernière tentative d'attaque contre le Rwanda, c'était en 2005, déjà. Donc, 20 ans plus tard, ils n'ont jamais plus tenté d'attaquer le Rwanda, mais le Congo va aller avouer que, bon, il y a un problème de FDLR qu'il faut désarmer. Sauf que les FDLR en question se trouvent dans la partie contrôlée par les M23, les M23 qui est le faux-nez du Rwanda. Donc, on va aller demander aux Congolais d'aller désarmer les FDLR qui se trouvent dans la partie contrôlée par le Rwanda. C'est incompréhensible. Pire, après avoir transformé la proie ou la victime en bourreau, on va imposer à la victime, comme c'est lui le bourreau, de payer une espèce de tribut pour avoir osé entretenir des M23
qui menacerait la sécurité du Rwanda. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'on a imposé au Congo? On a imposé au Congo de mutualiser la gestion de ces minéraux avec le Rwanda. C'est-à-dire, on creuse les minéraux au Congo, mais on les traite au Rwanda, on les raffine au Rwanda et on les exporte à partir du Rwanda. Et on ne s'arrête pas là. Comme les traitements, les raffinages, déjà à cette étape, demandent beaucoup d'électricité, on impose au Congo de mutualiser son potentiel hydroélectrique avec le Rwanda. Et comme les minéraux que l'on a, dont on a besoin, ce n'est pas que des minéraux rares, des terres rares ou des minéraux, mais on a aussi besoin des essences rares pour l'industrie pharmaceutique ainsi que beaucoup de pétrole. Alors, on impose au Congo de mutualiser la gestion de ces parcs naturels avec le Rwanda, le parc qui est visé et qui a beaucoup de pétrole et beaucoup d'essence et qui peut rapporter gros par rapport au tourisme et puis par rapport à sa situation pour installer des équipements électroniques, d'espionnage et tout ça, c'est le parc de Virunga Attendez, et le parc de Kaouzi. Kéril Maïzo, ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce que Félix Tshisekedi est allé signer, en son âme et conscience, c'est ça? Je conseille à tous vos web téléspectateurs de prendre 10 minutes de leur vie, de s'asseoir, de ne pas voir mon visage, de ne pas voir les Congos, juste de s'asseoir, eux, leur papier est devant leur ordinateur, qu'ils lisent juste cette déclaration de principe. Qu'ils les lisent juste. C'est en français et en anglais. J'ai l'impression que ce genre d'acte s'apparente beaucoup plus à la haute trahison. Non, non, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Je vous vois choqué. Bon, il y a des gens qui font des émissions qui disent tout et n'importe quoi, mais lorsqu'on leur demande juste cet exercice simple, nous autres, on est des affabulateurs, on nous a même collé les statuts d'opposants, nous, on est juste des analystes politiques. Je demande juste un exercice simple. On imprime l'acte et on les lit simultanément. Si ce que je dis n'est pas dans cet acte, alors, bon, il faut que j'aille dans un asile. Mais est-ce que Là, je parle de la déclaration de principe. y aurait-il des pesanteurs qui ont dû finalement pousser Félix Tshisekedi à accepter de telles choses ou peut-être qu'il y a une pression quelque part? Parce que c'est inadmissible. Enfin, je suis en train de rêver là lorsque vous étiez en train d'expliquer ce que Félix Tshisekedi est allé signer. Mais je crois que même nos à travers son ministre des Affaires être, étrangères, Mme Kaikwamba, à travers son ministre des Affaires étrangères, et ça c'est la déclaration de principe qui a été signée à Washington le 27 juin 2025. Alors lui, comme il n'a pas été élu, c'est un jouisseur, il a besoin de pouvoir, alors il sait que s'il est lâché quelque part, on n'en fera qu'une bouchée. Alors, il essayait de négocier avec les États-Unis qu'on lui garantisse de rester au pouvoir et comme ça, et ils prennent tout ce qu'ils veulent. Alors, on leur a fait signer tout et n'importe quoi. Et c'est cette déclaration de principe. En échange, les États-Unis ont promis d'investir des milliards, pas au Congo, mais dans l'exploitation des mines et dans la sécurisation des investissements américains. Et quand les gens voulaient dire oui, 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 on a donné des minéraux, mais le Congo n'est pas perdant parce qu'il y aura beaucoup de milliards qui vont venir au Congo, il y a eu deux interviews. D'abord des responsables américains. Il y en a un qui disait ah non, nous, on va investir dans les mines parce que l'exploitation des mines, il faut des milliards. Et ensuite, le numéro 1 de l'Africom, l'armée américaine en Afrique, a dit clairement ah non, nous, on va mettre des moyens sécuritaires pour sécuriser nos investissements, notamment les corridors de l'Obito. Ah non, 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 la sécurité du Congo, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est... Voilà. Donc, en échange, même tous ceux qu'ils ont signés là, parce qu'ils ont essayé de se justifier en disant non, il y aura des investissements américains, ils ont dit plusieurs milliards. Les Américains n'arrêtaient pas dans toutes les interviews d'ajouter, parce que le diable se trouve dans les détails, hein, la petite phrase de nous allons investir des milliards dans l'exploitation des mines et dans la sécurisation des investissements américains lors de l'exploitation des minéraux. Ce n'est pas des milliards pour construire des hôpitaux, des autoroutes, des écoles, des universités. C'est dans l'exploitation des mines.
Kerry Maïzo, est-ce qu'on peut désormais comprendre que c'est Washington qui a eu l'initiative ou bien ce sont les deux parties, c'est-à-dire les deux pays, le Rwanda et la RDC, qui sont allés voir Donald Trump? Non, non, il faut plutôt être clair à ces propos. Le gouvernement de Kinshasa, corrompu et incapable de défendre le territoire national, a préféré aller appeler les Américains pour qu'ils viennent à la rescousse, oubliant que c'est les Américains qui sous-traitaient le Rwanda. Donc, du coup, lorsqu'ils sont arrivés à Washington, ils ont été roulés dans la farine parce que Washington, au lieu d'aider le Congo, Washington a préféré imposer au Congo de parler avec les Rwandais et l'arbitre qui devait être neutre dans cette affaire ou prendre parti pour le Congo qui lui a demandé un service, l'arbitre s'est dévoilé en fait. Il a pris parti pour le Rwandais qui est son missi dominici, qui travaillait pour lui en fait. Donc du coup, le Congo s'est retrouvé les dindons de la farce. D'ailleurs, les déclarations du président Trump, il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques heures, il a dit quoi? Il a dit, si je cite la traduction, il a dit que j'ai fini la guerre entre le Congo et le Rwanda. Et les Congolais sont venus me voir. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, prenez nos minéraux. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Le 9 décembre, dans un meeting public, et il met même deux fois en anglais, s'il vous plaît, prenez nos minéraux. Ben, c'est ce qu'on va faire. Any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. N'utilisons pas le pétrole et le gaz, dont nous avons plus que n'importe quel autre pays dans le monde. Allons à la batterie. Eh bien, il faut aller au Congo pour le récupérer en Chine. Mais moi, en fait, c'était arrêté. La guerre. Et le Congo et le Rwanda, ils m'ont dit, s'il vous plaît, nous voulons que vous veniez. Apportez nos minéraux, nous le ferons. En contrepartie, c'est la paix, l'arrêt de la guerre. Mais là, la guerre continue. Ah non, mais en contrepartie, c'est la paix avec les Rwandais. Pas la paix avec les groupes armés congolais, parce que le Congo a avoué publiquement que les M23 étaient un groupe congolais. Le président Ruto, qui était témoin aux États-Unis, a dit quoi? On avait posé la question à Tshisekedi, si ces gens sont des Congolais, il a dit qu'ils sont des Congolais. On lui a dit de signer, il ne veut pas, mais maintenant, il se retrouve avec une guerre. Donc, le pied s'est refermé. Le président Ruto du Kenya, l'ancien président, était témoin aux États-Unis. Lui aussi a fait cette déclaration, sous-entendu, battez-vous avec vos Banyamulenge, entre guillemets, ce sont vos frères, c'est un problème interne, nous n'allons pas venir vous aider. D'ailleurs, le gouvernement de Kinshasa avait prétendu qu'ils avaient signé un contrat avec Eric Prince, hein, le fondateur de Blackwater qui n'existe plus, pour venir sécuriser les minéraux, pour venir sécuriser les mines que les Américains vont prendre. Et ils savent sécuriser leurs mines. Mais qui va sécuriser les Congolais lorsqu'on va les massacrer par les M23 dont on sait officiellement que derrière eux, il y a entre 5 à 7 000 Rwandais. Donc, le piège vient de se refermer. On se plaint de quoi? Les États-Unis ont fini la guerre avec les Rwandais parce que le Rwanda a prétendu qu'il n'a personne au Congo, il n'intervient même pas au Congo, il est à la frontière en train de prendre des mesures défensives. Et le Congo l'a accepté. Ensuite, on a dit au Congo, allez négocier avec vos propres frères. C'est un problème interne. Vous allez à Doha, vous finissez vos problèmes entre Congolais. Le Congo a accepté. Du côté Trump, il a promis la fin de la guerre avec les Rwandais. Sur le papier, il n'y a plus de guerre avec les Rwandais. Et les Congolais l'ont supplié 2 fois. Prenez nos minéraux. Et ils ont ajouté, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le commerçant Trump a dit, merci, je vais me servir. Des propos publics, s'il vous plaît. Publics. Oui, mais alors, si maintenant, public, Kinshasa, ils s'en remettent à l'ONU. Ils s'en oui. remettent maintenant à l'ONU, aller accuser les Rwandais à l'ONU. Mais l'ONU n'est pas là pour se battre pour le Congo. Le Congo doit défendre son intégrité territoriale seul. Mais dès lors qu'on a désormais à la tête de la RDC sous réserve voilà, de vérifier tout ce que vous avez dit tout à l'heure, on a quelqu'un qui dit à une puissance
extérieur de prendre les ressources de la RDC. Prenez, puisque vous avez rappelé même, s'il vous plaît, prenez. Et ça, je suppose que c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit, c'est pas quelqu'un d'autre. Ah ben, si ce n'est pas lui, c'est son ministre des Affaires étrangères qui parlait sous sa responsabilité. Mais ceux qui ont au moins la signature et les micros pour parler au nom du Congo. Et en matière de politique étrangère, c'est le président, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Or, la ministre des Affaires étrangères était plénipotentiaire lorsqu'elle était à Washington, envoyée par Félix Tshisekedi. D'ailleurs, lui-même, Félix Tshisekedi, a revendiqué publiquement qu'il a négocié la paix avec les Américains. D'ailleurs, les membres de son parti politique sont allés l'accueillir à l'aéroport à son retour des États-Unis en euros. Ils ont dit les minéraux étaient au sol. Ça faisait quoi? Vous voulez qu'on nous tue? C'était au sol, c'est inépuisable. Il a bien fait de les donner aux Américains. Maintenant, l'armée américaine va discipliner le Rwanda. Mais la constitution congolaise, désolé en tant que juriste de formation de ne pas citer l'article, parce que je risque de citer un mauvais article, mais croyez-moi à 1000% que ça existe, sauf vraiment erreur de ma part. Non, bon, je ne cite pas l'article, mais les gens vont le retrouver, ou je vais demander, vous allez demander qu'ils le mettent en commentaire. L'article dit pour tout accord qui implique cession de territoire économique, on cite toute une série, il faut mais vraiment l'aval du Parlement. Si le président ne le fait pas, il viole la Constitution intentionnellement. Et lorsque le président viole intentionnellement la Constitution, ça s'appelle la haute trahison. Il a violé la Constitution congolaise en posant ce genre d'acte. Il est allé signer un accord où il donne à une puissance étrangère des minéraux congolais et il les supplie même de les prendre. Et cette superpuissance a décidé de se servir. Et ils vont vraiment se servir. Ils vont vraiment se servir. Ben, c'est au peuple congolais, évidemment, de prendre ses responsabilités parce que là où nous sommes arrivés, finalement, et là, je me posais d'ailleurs la question de savoir comment ça va se passer au niveau du Parlement. Est-ce qu'il va rapporter tout cela au niveau du Parlement et que dira le Parlement? Mais bon. Oh, mais pour le moment, on sait ce qu'ils disent. Ils se sont retrouvés aux États-Unis avec le président du Parlement, oubliant la séparation des pouvoirs, et il accompagne les chefs de l'État dans cette démarche parce qu'ils auraient été informés de façon informelle. Or, quand on dit Parlement, c'est la plénière du Parlement. Ce n'est pas un membre du bureau, ce n'est pas deux membres du bureau qui vont profiter pour toucher des frais d'émission et aller se pavaner à Washington. Non. Donc, le président du Parlement avoue publiquement qu'il viole la Constitution, qu'il viole un principe démocratique connu, la séparation des pouvoirs. Il est en train d'accompagner le président dans la signature d'un traité ou d'un accord international. Ce n'est pas le rôle du Parlement. Le Parlement, c'est pour voter les lois, ratifier les lois, contrôler le gouvernement et contrôler la gestion des entreprises publiques. C'est fini. Ce n'est pas d'accompagner les présidents de façon informelle. Donc, ce Parlement corrompu se retrouvera devant ses responsabilités parce que c'est un acte de haute trahison, c'est de la félonie. Ils sont allés donner des minéraux congolais gratuitement comme ça aux États-Unis au nom d'une quelconque paix. Or, les États-Unis savent que le Rwanda officiel n'est pas au Congo, mais le faux né du Rwanda, les M23, peut poursuivre la guerre. Ils ne sont pas concernés parce que le processus de mettre fin à la guerre avec les M23, ça, il faut poser la question au Qatar. Alors, on attend que l'émir du Qatar aussi vienne dire, bon, ils sont venus me voir et ils m'ont dit aussi, prenez des minéraux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, moi aussi, j'ai pris et je leur ai donné un hôtel pour qu'ils discutent avec les M23. On attend les déclarations de l'émir Al-Thani du Qatar, peut-être dans ce sens. Oui, mais c'est là que, Karim Maïzo, moi je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a dû avoir des pesanteurs quelque part ou des pressions qui ont fait accepter à Félix Tshisekedi ce genre d'accord? Non, c'est l'envie de rester au pouvoir. C'est l'envie de rester au pouvoir. Qu'entre-temps, il était aussi poursuivi pour, je ne sais pas, détournement de milliards au niveau de la Belgique. Est-ce que tout ça, ça n'a pas pesé sur lui pour qu'il accepte ce genre, par exemple, de deal, il faut appeler ça comme ça? Oui, mais il est arrivé au pouvoir par un deal. Et maintenant, les autres le tiennent par la barbichette.
Pour lui, le pouvoir, c'est pour la jouissance, mais c'est aussi une espèce de sécurité d'un bouclier contre tous ceux qui ont une dent contre lui et qui veulent lui régler des comptes. Donc, d'un côté, il a le pouvoir pour jouir, et de l'autre côté, il a le pouvoir comme bouclier pour se protéger. Alors, il négociait avec les Américains pour les laisser assez longtemps au pouvoir. Le petit slogan qui circule dans le milieu proche de son parti politique, l'UDPS, c'est quoi? C'est les Rwandais, Kabila a fait 18 ans, Mobutu a fait 32 ans. Eux aussi, dans leur mouvance tribale, ils doivent faire au moins une durée au pouvoir supérieur à celui du Rwandais, comme ils disent. Donc, ils sont en train de négocier. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, à brader les pays. Ce qui fait que même quand ils ont commencé à nier en disant non, la déclaration de principe a été mal interprétée, le truc, il est pardon, désolé, le document, il est en français, en anglais. Tout le monde peut aller lire. Le document, il est public en français, en anglais. Tout le monde peut aller lire. Alors, ce qui corrobore mes propos, c'est quoi? Lorsqu'ils arrivent à Washington, on leur fait signer un accord général sur les relations stratégiques États-Unis-Congo. Mais les États-Unis s'arrangent à signer en même temps un autre accord bilatéral stratégique relation États-Unis-Rwanda. Et ils imposent au Congo de signer encore un accord économique d'intégration régionale. Bon, l'accord économique d'intégration régionale, en un mot comme en mille, ça veut dire la mutualisation des richesses congolais avec le Rwanda. Mais ne posez pas la question, En fait, qu'est-ce que le Rwanda ramène? en petit français, on dirait le partage des voilà. ressources de la RDC entre voilà, le Rwanda et... Voilà. Imaginez-vous que vous ramenez deux pays, un pays amène tout sur la table, l'autre ne vient avec rien. Juste, qu'est-ce que le Rwanda a mis sur la table devant les Américains? Un bon gestionnaire, sérieux, nous, on comprend ce que vous voulez, c'est tout ce qu'ils ont mis sur la table. Le Congo a mis son sol, son potentiel hydroélectrique, ses parcs naturels, ses minéraux rares. Le Congo a tout mis. Et en échange, il va subir la pollution, tout ce que vous voulez. Et le Rwanda, c'est juste, nous, on est sérieux, nous, on a construit des hôtels, nous, on comprend ce que les Américains veulent, nous, on sera là, nous, on va faire des lois qui arrangent les multinationales américaines, les PDG qui arrivent pour signer des accords ou pour venir piller les minéraux, ils ne vont pas aller dormir à Goma, là-bas, c'est l'insécurité. Il y aura des hôtels au Rwanda. Nous, on a Internet, nous, on a les téléphones, nous, chez nous, il n'y a pas de coupure d'électricité. C'est tout ce qu'ils ont mis sur la table. Donc, il y a eu ces deux accords. Accord États-Unis-Congo, accord États-Unis-Rwanda. Il y a eu un document sur l'intégration économique du Congo dans la région qu'ils appellent la région des Grands Lacs. Le peuple congolais n'est plus le peuple congolais, il est devenu le peuple des Grands Lacs. Et le Congo n'est plus la République démocratique du Congo, mais on appelle ça pompeusement la région. Parce que si on dit le Congo, les gens vont se dire, bon, les richesses se trouvent au Congo, les Rwandais ramènent quoi? Maintenant, ils appellent ça la région. Hein? Un terme galvaudé qui ne veut rien dire. Ah non, les minéraux de la région. Parce que le pétrole du Nigeria appartient à toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Les phosphates de la Tunisie appartiennent à toute la région de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on n'est pas arrivé là à l'achèvement des prédictions de Nicolas Sarkozy qui disait que finalement, à la longue, il faudrait que la RDC se partage ses ressources avec le Rwanda? Mais Nicolas Sarkozy était en train de parler d'un plan qu'ils ont ourdi, parce qu'il n'était pas le seul à le dire. Aldo Ayelo aussi l'a dit, qu'il faut partager les richesses avec les Rwandais. Et Nicolas Sarkozy a fait pire. D'un côté, le Congo, grand pays immensément riche. Et de l'autre côté, Rwanda, petit pays pauvre à la démographie dynamique et à la frontière, l'organisation bizarre des richesses. L'organisation bizarre des richesses, selon Sarkozy, c'est-à-dire Dieu a été injuste. Il a mis toutes les richesses bizarrement du côté Congo et le Rwanda n'avait rien. Alors, si on veut la paix, il faut partager ces richesses avec le Rwanda. Donc, la SNCF peut partager son pactole parce qu'il a les TGV avec la Deutsche Bahn. Comme ça, vous faites des intérêts, vous donnez à la Deutsche Bahn. Comme ça, dans le futur, l'Allemagne ne vous attaquera pas. La Suisse peut prendre aussi même l'argent qu'il y a dans toutes ces banques et partager avec la France, financer la sécurité sociale française. Alors, quand on nous raconte ce genre de bêtises,
Le Rwanda a la même taille que la Suisse, la même taille que la Belgique. Un peu moins grand que les Pays-Bas, mais avec la même population. Comment chez les autres, on n'envie pas d'aller chez les voisins, il y a les plannings familiales, on construit des routes, on construit des autoroutes, et on veut nous sortir un vocabulaire du genre, le Rwanda est trop étroit, il a une grande population. Rwanda, Belgique, Suisse, ça se joue à quelques milliers de kilomètres près. Le Rwanda, c'est, je crois, 26 338 kilomètres carrés. La Belgique, c'est 25 000, presque 26 000. Le Rwanda, c'est 13 millions d'habitants. La Belgique, c'est 11 millions. La Suisse, c'est presque la même superficie, 10 millions d'habitants. Alors, l'argument qui consiste à dire qu'ils sont à l'étroit chez eux, ce qui justifie la guerre des mercenaires qui mènent au Congo, c'est une guerre bidon. Alors, maintenant qu'ils ont signé ces documents aux États-Unis, pour ce qui est du reste, allez vous débrouiller avec les M23 au Rwanda. Or, tout le monde sait, les Américains en premier, l'ONU l'a encore dit il y a quelques jours, ça fait 3-4 jours là, qu'il y a 7000 militaires rwandais au Congo. Allez, vous envoyez les gens aller négocier à Doha en se disant, bon, les Qataris, chez les Qataris là-bas, c'est un problème congolais parce que les M23 sont des Congolais. Alors, quelles sont les revendications? Ça s'appelle les causes profondes. Et qui est leur porte-parole? C'est Paul Kagame. Ah oui, moi je vais à Washington, mais il faut négocier avec ces gens, les propriétaires de l'endroit. Les Rwandais n'ont jamais été propriétaires d'un quelconque territoire au Congo. J'ai commencé cette émission en disant que le Congo a été constitué par fusion. Stanley n'est jamais allé au Rwanda qui est un territoire allemand. Les 1000 traités de soumission ou traités de cession de souveraineté, c'était du côté belge. Ce n'était pas du côté allemand. À l'époque, l'Allemagne était une grande puissance. La Belgique ne pouvait pas oser aller s'attaquer à l'Allemagne. Le roi de Belge, qui est allemand, n'allait pas envoyer son ami écossais, bon, son envoyé spécial écossais ou je ne sais quoi, irlandais, je crois qu'il est écossais, il n'allait pas l'envoyer. Allez-y, même là chez les Allemands, soumettez les chefs coutumiers qui sont là-bas et prenez leurs terres. Ce qui fait que, à la Constitution du Congo en 1885, après avoir contacté les chefs coutumiers, les rois, les empereurs, les chefs de famille, les chefs de tribus, récupéré tous ces traités de soumission, on a constitué le Congo. Les Rwandais n'étaient pas concernés. C'est 10 ans après la conférence de Berlin que c'est 10 ans après la conférence de Berlin que on peut parler du royaume du Rwanda. C'était un royaume déjà qui était là avant. Mais c'est 10 ans après la conférence de Berlin qu'on a commencé à entreapercevoir la vraie frontière qu'il y a entre le côté belge et le côté congolais. Et en 1910, le baron Van Gosten, lorsqu'il a commencé à négocier, parce que Cécile Rhodes était en train de faire un chemin de fer Afrique du Sud, le Caire, bon, tous les pays voulaient avoir accès à ces chemins de fer pour le commerce en Afrique, c'est alors qu'il a commencé à négocier les frontières avec la Belgique et avec l'Angleterre. La Belgique pour délimiter l'Afrique orientale allemande et l'Afrique belge, c'est-à-dire le Congo belge. Et ensuite, entre l'Afrique anglophone, l'Afrique sous-colonie anglaise, pour déterminer, par exemple, la frontière côté Tanzanie, Ouganda, tout ça, c'est limité où? Parce qu'en 1910, quand ils ont commencé ces négociations, l'enjeu, c'était quoi? L'enjeu, c'était que quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, il fallait céder les colonies allemandes par mandat à certaines entités européennes pour les gérer. C'est ainsi que le Rwanda-Urundi, qui constituait un seul pays, a été donné à la Belgique. La Tanzanie, à l'époque, ça s'appelait les Tanganyika, parce que la Tanzanie, c'est le mélange de la Tanzanie et du Zanzibar. Ces deux pays, Tanzanie et Zanzibar, ça devient Tanganyika et Zanzibar, ça devient Tanzanie. Oui. Oui, oui. Donc, évidemment. Voilà. Et puis, on a donné, par exemple, la Namibie à l'Afrique du Sud, le Togo, le Cameroun, qu'on a donné d'abord pour le Togo, on a donné à la France, le Cameroun, c'était à l'Angleterre et à la France, ainsi de suite. Donc, cet argument-là des causes profondes ne tient pas. Pardon, Caroline Maïzo, revenons sur les accords qui ont été signés à Washington, et pour aussi comprendre, parce que disons une semaine, hein, c'est 8 jours après la signature de ces accords, nous apprenons finalement la capture, je l'ai dit, d'entre deux jeux, de la ville d'Ouvira. Je vous propose d'abord un reportage et on revient sur le plateau pour le commentaire. Ces civils congolais arrivent à pied à la frontière.
Côté rwandais, des bus les attendent pour les emmener vers un camp de déplacés. La plupart viennent de Kamanyola, à 5 km à peine, où les combats ne cessent pas. Les bombes explosaient au-dessus des maisons. Les enfants meurent, les parents aussi. On nous a demandé de rester enfermés dans les maisons, mais cela nous a semblé impossible. Il y a au moins plus de 10 000 ménages maintenant déplacés internes. Ils sont dans des brousses, dans des caniveaux. Et les autres, au moins plus de 500 familles qui se sont réfugiées pour le moment et dans les pays voisins, dans la commune voisine de Bugarama. Impossible de rester chez eux à Kamanyola, la localité stratégique, théâtre d'affrontements violents entre le M23 et les forces armées congolaises. À Sangué, une quarantaine de blessés sont arrivés la veille dans cet hôpital. Alors qu'elle fuyait sa ville, cette femme a été touchée par un éclat d'obus. Ceux qui étaient devant et derrière nous n'ont pas été atteints, mais nous, au milieu, avons été touchés par les bombes successives. Des gens ont commencé à tomber, d'autres sont morts sur le coup. J'ai été blessée, je pensais être la seule, mais mon enfant, qui était sur mon dos, a lui aussi été touché. 6 morts ont été comptabilisés, dont un enfant de moins de 2 ans. L'accord de paix, signé jeudi à Washington, n'a pour l'instant eu aucun effet. Les combats semblent au contraire s'intensifier. Uvira, donc la deuxième plus grande ville du Sud Kivu, est tombée une semaine juste après la signature de ces accords. Et nous sommes en train d'observer tous l'évolution de cette situation, mais j'allais dire dramatique. Est-ce que désormais on peut parler, je ne sais pas si on peut encore continuer à parler du processus de balkanisation, ou nous y sommes déjà? Ah, nous y sommes en plein. Nous y sommes en plein. Kagame commence à revendiquer, à parler des causes profondes en disant que les Kivu appartenaient au royaume du Rwanda. Je viens de le démontrer que c'est faux. Donc, il commence d'abord par là. Ensuite, ils ont créé une population sortie de nulle part qu'on appelle Banyamulenge. Les Banyamulenge, c'est les Fuliro congolais parce que la colline de Mulenge se trouve chez eux. Ce vocabulaire qui a été créé par Despelchin dans une thèse de doctorat à l'université de Stanford en 1974, c'est pas un peuple qui existe, c'est un groupe de réfugiés rwandais, le groupe Milima, qui cherchait un nom à donner à ces réfugiés pour les différencier, parce qu'il y avait plusieurs opérations qu'avaient organisées les Occidentaux, notamment l'opération avec Migration Banyarwanda et tout ça. Ils ont amené plein de Rwandais venir travailler au Congo. Alors, les groupes Milima voulaient se différencier des autres et ils ont pris le nom de Banyamulenge. Mais ce n'est pas des Congolais, c'est des Rwandais. Donc, Kagame commence à revendiquer la terre, commence à y implanter des gens qu'ils appellent des Banyamulenge, mais c'est un label criminel. Corneille Nangaa, qu'ils ont utilisé, commence à parler de fédéralisme avec 6 provinces, mais complètement autonomes. 6 provinces complètement autonomes. Et ils prennent cette partie avec 3 grandes villes, Goma, aéroport international, Bukavu et Uvira. Uvira qui se trouve sur le lac Tanganyika en face de Bujumbura, au Burundi, position très stratégique. Et ils ne se limitent pas là, ils mettent en place une police parallèle, une armée qui s'appelle maintenant l'armée révolutionnaire congolaise, une administration parallèle, et ils installent même une espèce de banque centrale. Et côté banque commerciale, c'est la Banque du Rwanda qui s'est directement installée. On neutralise l'aéroport de Goma pour ne pas faire ombrage à l'aéroport de Bugesera que les Qataris, justement, sont en train de construire au Rwanda. Les Qataris qui sont propriétaires de Qatar Airways, propriétaires de Rwanda Airways. Rwanda Airways qui n'a pas de marché local. C'est un petit pays de rien du tout sans marché local. Donc, ils visaient les marchés congolais. C'est ainsi qu'à l'époque, Félix Tshisekedi leur avait octroyé, sans accord Open Sky, la possibilité de desservir n'importe quelle ville provinciale congolaise à l'international. Alors, si vous voulez parler de balkanisation, mais les éléments sont là. Ils ont les territoires, ils ont une administration parallèle. Ça veut aussi dire qu'on est déjà là dans une situation de non-retour, c'est-à-dire les choses ne vont plus se normaliser, c'est-à-dire la RDC ne redeviendra plus ce qu'elle a été. Ça va être difficile, sauf que, à la différence des autres pays africains qu'on a facilement divisés, la RDC a été créée par fusion et la RDC est presque une nation. Contrairement au Soudan, tous les autres pays, même la Yougoslavie, ce n'était pas une nation.
Le Congo, il y a le vouloir vivre collectif que quand vous tirez une balle à Goma, les gens s'énervent à Kinshasa à 2000 km de là. C'est ça leur obstacle. Ça fait 30 ans qu'ils se battent. Donc, les Congolais de la société civile vont se battre pour qu'on n'en arrive pas là et ils vont se défendre. Maintenant, le pouvoir de Kinshasa a la possibilité de sauver les meubles. On lui avait dit, organise un dialogue intercongolais. Que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les partis politiques, pouvoir, opposition, société civile, intellectuels, célébrités. Les religieux et tout ce monde, oui. Oui, les religieux. Donc, c'est le dialogue qu'est en train de porter la CENCO, qui est la conférence épiscopale du Congo, c'est-à-dire l'Église catholique, et l'Église du Christ au Congo, donc les protestants. Après ce dialogue intercongolais, on va maintenant aller faire une conférence internationale sur le Congo, c'est-à-dire, une fois que les Congolais se seront mis d'accord entre eux, ils vont aller demander maintenant au monde entier, qu'est-ce que vous nous voulez? Et quel est le problème? Et Félix Tshisekedi ne voulait pas de ça, mais maintenant, il va être contraint de faire cela, mais là, il est presque tard parce que à partir de Uvira, Kolwezi, la capitale mondiale du cuivre, c'est à 3 jours. Hein. Et il n'y a plus d'armée congolaise, le boulevard est ouvert. Et ce ne sont pas les Américains qui vont arrêter les M23. Pourquoi? Parce qu'à Kolwezi, c'est le cuivre et le cobalt. Qui est le propriétaire du cobalt de Tenke Fungurume? Les Chinois. Vous pensez que ça va gêner les Américains que les M23 viennent jeter du sable dans les atiékés que les Chinois sont en train de manger à Tenke Fungurume? Ça ne va pas les gêner. Donc oui, ça les arrange. Kolwezi, mais il y a aussi le Burundi qui se sont désormais menacés avec, bien sûr, la chute d'Ouvira. Et c'est là que je voudrais comprendre avec vous quelles conséquences au niveau de la sous-région. Ben, quand il y a la petite musique qui commence à émerger que la guerre risque de devenir sous-régionale parce que l'armée rwandaise n'a jamais réussi à faire au Burundi ce qu'ils font au Congo. Chaque fois qu'ils ont essayé, ils se sont non seulement cassés les dents, mais ils ont payé les prix les plus chers. Parce qu'ils se connaissent, c'est le même peuple. Les guerriers rwandais, on les appelle les Inkotani, et les guerriers burundais, c'est les Imbonerakure. Et les Imbonerakure, pour eux, en tout cas, ils disent les Inkotani ne gagneront jamais une quelconque guerre contre eux. Bon, chez nous, au Congo, on a les guerriers Mbandi, Ngombe, tout ça, capables de tailler les Rwandais en pièces, parce que le Rwanda n'est pas fort. Mais c'est plutôt le Congo qui est faible, et ça donne à Kagame toute la largeur, la latitude de faire ce qu'il fait au Congo. Bon, donc le Burundi n'est pas venu se battre au Congo pour les beaux yeux des Congolais. Le Burundi est venu se battre au Congo pour sécuriser sa capitale économique, qui est Bujumbura, qui est juste en face de Uvira. Bon, le président burundais était à Washington. C'est un militaire, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Donc c'est quelqu'un qui a compris ce qui s'est joué à Washington. Il s'est dit, ça ne sert à rien d'entrer en guerre contre les intérêts américains. La seule chose, c'est qu'il a essayé de négocier aux États-Unis des garanties qu'il ne sera pas attaqué par les Rwandais. En même temps qu'il a négocié tout cela, il a sécurisé un peu, il a parlé un peu avec les Russes, avec tout le monde. Bon, en fait, il est en train de regarder ce qui se passe à la frontière congolaise. Il a ramassé à peu près 30 000 réfugiés. Tant qu'on ne touchera pas au Burundi, ils vont se tenir à carreau. Ben, si on les touche, ben, ils seront obligés de se défendre et de ramener maintenant la guerre au Rwanda. Et là, la guerre va devenir véritablement régionale parce que la guerre s'est faite au Congo. Hein, je veux dire sur le plan spatial. La guerre s'est faite au Congo. Ben, sur le plan politique, c'est déjà une guerre régionale. Mais la guerre va devenir régionale sur le plan spatial parce que là, la guerre, ça sera au Burundi, au Rwanda et qui sait, peut-être au Kenya, en Tanzanie. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. L'heure est presque à la fin. Je disais d'emblée qu'on devait revenir sur quelques détails de ces accords. C'est le moment. Combien d'accords y a-t-il finalement? On nous parle d'accords tout le temps, oui. Et que contiennent ces accords? En résumé, bien entendu. Il y a l'accord de coopération stratégique États-Unis-Congo. Là-dedans, les États-Unis sécurisent l'approvisionnement de leur industrie ou complexe militaro-industriel. Ils sécurisent l'approvisionnement en minerais congolais. C'est très détaillé. Enfin bref, les Congo leur appartient, les minerais du Congo leur appartiennent. Vous leur proposez d'abord, s'ils ne prennent pas, vous pouvez aller proposer aux autres.
C'est comme ça que j'ai reçu. Finalement, c'est ce qui faisait dire à Donald Trump que cela sera en fait un grand miracle. C'est comme ça qu'il a qualifié ça, en fait, Oui. un accord puissant et détaillé. Alors là, Oui. il s'adressait aux Américains ou aux Congolais? Oh, il s'adresse aux Américains. Dans les 27 pages, moi, je peux les résumer en une phrase. Tous les minéraux pour les États-Unis, rien pour les Congolais et rien pour les autres. Ça, c'est dans les 27 pages, à peu près. Bon, j'exagère à peine, mais c'est ça. Le Congo et le Rwanda, ils m'ont dit, s'il vous plaît, nous voulons que vous veniez. Apportez nos minéraux, nous le ferons. Les minéraux nous appartiennent, tout pour nous, rien pour vous. Ça, c'est le premier accord. Deuxième accord, c'est l'accord bilatéral de partenariat stratégique États-Unis-Rwanda. Le Rwanda, l'agresseur du Congo, on a appelé les États-Unis pour être arbitre, mais ils signent un accord de partenariat stratégique avec le Rwanda. Là-dedans, ça peut se résumer en une phrase. Vous êtes les gestionnaires de ce que nous venons d'obtenir au Congo. Vous allez gérer les minéraux pour nous, vous allez sous-traiter, vous allez raffiner, vous allez exporter pour nous. Enfin bref, vous êtes nos sous-traitants au Congo. Pour l'électricité, ne craignez rien. Vous allez co-gérer leur potentiel hydroélectrique. Et puis pour le pétrole et tout ça qui nous intéresse, qui intéresse Big Pharma, vous allez co-gérer les parcs naturels avec nous. On va vous fournir de l'argent, entraîner les militaires pour faire ce sale boulot. Ça, c'est le deuxième accord. Le troisième document, c'est aussi un traité international. Ça, c'est l'accord d'intégration économique entre le Congo et le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est cet accord d'intégration économique qui rend beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus fluide les deux accords de coopération stratégique entre les États-Unis et le Congo d'une part, et les États-Unis et le Rwanda d'une part. Et enfin, il y aura dans le futur un traité de paix entre les Congo et les groupes armés, notamment l'Alliance Fleuve Congo M23 à Doha. Ça, c'est en négociation. Et vous aviez évoqué dans l'émission un document, mais on n'en a pas parlé. C'est juste la plainte qui est en Belgique contre la famille Tshisekedi. Au fait, il s'est accaparé beaucoup de mines au Katanga, lui, sa famille, ses amis, ses copines, et il pille les Katanga et il se comporte au Katanga comme des colons. Alors, des associations katangaises, dont la province du Katanga au Congo, des associations de la société civile katangaise ont déposé plainte en Belgique parce que la famille Tshisekedi a la nationalité belge. Ils ont déposé plainte. S'il faut faire court, c'est tout simplement vos concitoyens belges sont en train de piller les Congo. Ils estiment à peu près à 17 milliards de dollars la quantité de minéraux pillés. Alors, justice belge, occupez-vous de vos compatriotes qui pillent notre pays. Voilà, c'est ça un peu en résumé, mais bon, ça c'est une arme politique, judiciaro-politique, que certains opposants originaires du Katanga ont utilisée. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est considéré comme katangais, il est condamné à mort par la justice tshisekédiste. Moïse Katumbi est considéré comme katangais, il s'est retrouvé en exil en dehors du pays. Et la plupart des généraux kabilistes qui sont en prison à Kinshasa aujourd'hui sont d'origine katangaise. Alors, la nomenclatura katangaise a décidé de réagir, de ne pas avaler les couleuvres. Donc, ils ont utilisé la société civile. Et la société civile a actionné les leviers de la justice belge à cause ou grâce à la tâche au sol que la famille Tshisekedi a avec la Belgique parce qu'ils ont des passeports belges, notamment sa femme, ses frères et ses enfants. Et les plaintes ont été déposées en Belgique. La Belgique a contacté aussi les États-Unis parce que certains actifs miniers ou il y a de l'argent lié à ces trafics de minerais qui ça a été fait en dollars et ça a été aussi en contact d'une manière ou d'une autre avec les États-Unis. Et vous connaissez l'extraterritorialité des lois américaines. Donc, les mêmes ONG essaient de saisir aussi la justice américaine sur la base de l'extraterritorialité de certaines lois américaines pour mettre mal à l'aise la famille Tshisekedi à la guerre comme à la guerre. Vous arrêtez des Katangais utilisent aussi des moyens qu'ils peuvent utiliser pour vous mettre à mal. Mais dans tout cela, qui est perdant? C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais, mais au vu de l'évolution de la situation au sud Kivu, quel pourrait être l'avenir du pouvoir de Kinshasa? L'avenir est compromis. L'avenir est vraiment compromis parce que déjà,
il a complètement échoué sur le plan économique. Rien qu'à voir Kinshasa, record en inondation, record en immondices, record en embouteillage, des coupures d'électricité, de l'eau, c'est devenu l'enfer sur terre. Et dans cette affaire sur terre, il y a une milice liée au parti politique de Félix Tshisekedi, de l'UDPS qu'on appelle Force du Progrès. Ils embastillent, ils tabassent, ils arrêtent, ils tabassent des politiciens, ils cassent des sièges de partis politiques. C'est vraiment la colonisation à Kinshasa. Et tout ça, les gens n'en veulent plus. Ce qui fait que c'est un terreau qui peut favoriser que les M23 soient accueillis à Kinshasa. Sauf que les Congolais sont traumatisés déjà par Laurent Désiré Kabila qui est venu avec les Rwandais. Ah ben, si Corneille Nangaa revenait aussi avec les mêmes Rwandais, en fait, ils ont un dilemme cornélien. Ils sont entre les marteaux et l'enclume. Rester avec Tshisekedi et subir la mégestion, l'incompétence et la colonisation des forces du progrès. Accepter Corneille Nangaa, c'est ramener les Rwandais qu'on avait chassés en plein Kinshasa. C'est un dilemme cornélien. Beaucoup de gens ont commencé à penser à une troisième voie. La troisième voie, c'est deux volets. Premier volet, c'est dialogue, c'est-à-dire on va faire les choses doucement, négocier, essayer d'atterrir en douceur. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que une bande de courageux Congolais qui vont mettre fin au pouvoir de Kinshasa et confronter Corneille Nangaa ou négocier avec Corneille Nangaa. Toutes ces hypothèses sont sur la table de beaucoup d'observateurs. Oui, parce qu'on a entendu aussi Corneille Nangaa dire qu'il va marcher jusqu'à Kinshasa. Alors, quel est donc le scénario le plus plausible? Va-t-il s'arrêter au sud de Kivu ou il va marcher, comme il avait dit, jusqu'à Kinshasa? Il y a un général congolais qui dirige, je crois, la 5e région militaire. C'est le général Edi Kapende, qui était aide de camp, ancien aide de camp de Laurent Désiré Kabila, qui a passé une vingtaine d'années en prison lorsque l'ancien président Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Il est katangais et il dirige la région militaire du Katanga. Il n'y a pas longtemps, il avait donné une interview, il avait dit « Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme province, le pouvoir de Kinshasa ne sera jamais ébranlé. Mais le jour où vous prenez les Katanga, le pouvoir tombe. Parce que la caisse du pouvoir à Kinshasa, c'est les Katanga. Façon de dire, la famille présidentielle règne ici. Donc, tant que vous ne touchez pas leurs intérêts, le reste, c'est les cadets de leurs soucis. Piller les Kivu, ce n'est pas leur problème, mais c'est ce qui les intéresse, c'est les Katanga. Et ça, Corneille Nangaa l'a compris. Donc, il va viser les Katanga. Parce qu'en visant les Katanga, le pouvoir de Kinshasa sera coupé, on va lui couper des vivres. Donc, il n'aura plus d'argent. Le pouvoir peut s'effondrer parce qu'il ne pourra plus payer les fonctionnaires, acheter les armes. Le pouvoir peut s'effondrer. Mais là, ils vont faire d'une pierre deux coups. Au fait, en mettant leur pied au Katanga, ils vont couper des vivres à Félix Tshisekedi, mais ils vont venir jeter du sable dans le plat des Chinois. Cela va vraiment déranger les Chinois dans la guerre commerciale, la guerre économique que la Chine a avec les États-Unis. Donc ça, c'est la première des choses. Après, ils vont ouvrir deux fronts. Donc, il y a un front du moment qu'ils sont déjà au Kivu. Au nord Kivu, ils vont monter vers Kisangani. C'est un boulevard, il n'y a plus rien, l'armée congolaise s'est enfuie. Kisangani, c'est un aéroport international, c'est une grande ville, et là, vous avez accès au fleuve Congo vers Kinshasa. Le front sud, c'est-à-dire à partir du sud Kivu, c'est Kalemi, Kolwezi, Lubumbashi, et puis remonter vers les Kasaï. Ils peuvent même ouvrir un front centre, parce qu'à partir de là, ils vont aller à Kindu, ils sont directs à Mbujima, Kananga, et puis Kinshasa. Donc ils vont ouvrir tous ces fronts pour faire effondrer le pouvoir. Mais sachant qu'ils sont dans un environnement très hostile, lorsqu'ils feront tomber certaines villes, c'est-à-dire Kisangani et Lubumbashi, l'idée sera de négocier parce que s'ils arrivaient à Kinshasa affublés de cette réputation d'être un mouvement qui a été créé à Kigali, en tout cas, les 20 millions ou les 17 millions d'habitants de Kinshasa seront difficilement colonisables et ça va être difficile pour eux, ils le savent. Donc, ils vont faire tomber des grandes villes, affamer les pouvoirs de Kinshasa et négocier en position de force. Merci Kéril Maïzo. Je vais vous laisser donc conclure sur cette question. L'avenir très proche de la République démocratique du Congo, à court terme, moyen terme, à long terme, à quoi peut-on s'attendre? À court terme, c'est le statu quo, c'est-à-dire la guerre, déplacement des populations, donc déplacement interne, l'exil
de l'autre partie de la population parce que l'État congolais n'existe presque plus. À moyen terme, c'est le pouvoir Tshisekedi qui va sauter, les Congolais vont se réorganiser, ça sera encore la guerre de reconquête. À long terme, c'est un avenir radieux. Mais je dois préciser quelque chose. Le Congo est devenu le ventre mou de l'Afrique. Si le Congo s'effondre, c'est un pays membre de la CEEAC. C'est toute l'Afrique centrale qui sera déstabilisée. Si le Congo s'effondre, c'est un membre de la SADC. C'est beaucoup de pays de la SADC qui vont être déstabilisés. Si le Congo s'effondre, c'est un membre de la COMESA et de l'EAC. C'est toute l'Afrique de l'Est qui sera déstabilisée. Alors, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est déstabilisée, ça va traîner l'Afrique du Nord. Parce que juste à côté, il y a le Soudan qui vit une instabilité, la Centrafrique qui vit une instabilité, le Tchad qui est sur des braises ardentes et le Tchad est voisin à la Libye. Vous voyez la chaîne. Donc ceux qui vont nous suivre vont se dire « Ah non, non, ça concerne les Congolais. Oh, ben vous savez, on connaît, hein, c'est des danseurs de rumba, d'Endomboli, ça on connaît. » Oui, nous aussi, on a regardé les génocides congolais à la télévision. Pardon, les génocides rwandais. On a regardé ça sur CNN à la télévision. Et c'était à 2000 km, ça ne nous concernait pas. Jusqu'au jour où le problème, ça fait bientôt 30 ans que le problème nous a frappés directement parce que quand la cage du voisin brûle, il faut tout faire pour atteindre l'incendie parce que ça peut se communiquer. Nous sommes tous dans des cases avec des chaumières. L'incendie peut se communiquer très rapidement. Nous avons des pays instables. La Centrafrique est instable. Ils ont des élections à venir. Le Congo-Brazzaville est instable, mais vraiment instable. Le Congo-Brazza ne pourra pas supporter les chocs des millions de Congolais qui traversent le fleuve parce que l'armée rwandaise est de nouveau à Kinshasa. On n'a jamais oublié qu'ils sont aussi à Brazzaville et ils sont aussi intéressés par le pétrole du Congo-Brazza. Ils vont en profiter une fois qu'ils arrivent à Kinshasa, dans ces cafouillages, comme disent les Congolais, ils vont en profiter pour régler leurs comptes aux autorités congolaises de Brazza et mettre un chaos, un désordre. Au final, eux, avec les Américains, ils vont récupérer le pétrole et ils vont récupérer tous les minéraux qu'il y a à l'ouest du Congo. Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, ils pensent que la richesse du Congo, c'est le Kivu et le Katanga. Croyez-moi, rien que la sous-région de Mai-Ndombe ou la province du Mai-Ndombe, juste en face de Brazzaville, un véritable scandale géologique et c'est documenté. Ils sont en train de viser tout cela. Yumbi, les événements de Yumbi, c'était juste un avant-goût. Alors imaginez-vous que tout ce qui se passe au Kivu puisse se passer au Mai-Ndombe, c'est-à-dire depuis Kinshasa jusqu'à Bolobo, par exemple. Rien que jusqu'à Bolobo, c'est la moitié d'une bonne partie du territoire du Congo-Brazza, c'est-à-dire les Oyo, les Imfondo, tous ces villes-là seront submergées de réfugiés, déstabilisés parce qu'ils vont venir, puis ils visent le Congo-Brazza. Ils visent le Congo-Brazza. Le Congo-Kinshasa, c'est le plat. Le Congo-Brazza et le Gabon, c'est les desserts. C'est bien dommage. Merci, Kerwin Maïzo. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique et conférencier international. C'est un honneur que vous nous avez encore fait d'avoir répondu à toutes nos questions. Grand merci et certainement qu'on vous retrouvera très prochainement pour suivre les Ça sera toujours avec le même plaisir et surtout, merci pour l'invitation. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce juste en bas. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation qui prévoit actuellement en RDC, plus particulièrement au sud de Kivu. Merci et à très bientôt.